Connaissez-vous l'émission Rien que la vérité? C'est un jeu télévisé qui a été adapté dans une quarantaine de pays au milieu des années 2000 et le principe est simple. Un candidat doit répondre à une série de questions. Certaines sont banales, mais d'autres sont plus personnelles et gênantes. Certaines sont même cruelles. Le candidat doit y répondre sincèrement. Pour s'en assurer, il est branché à un détecteur de mensonges. Si le candidat dit la vérité, il gagne de l'argent, mais s'il ment, il perd tout, c'est la banqueroute. Et vous imaginez bien que les questions vont crescendo. Au début, les questions sont sans importance, et plus les sommes à gagner sont importantes, et plus les questions sont compromettantes. Et le candidat a la possibilité, s'il n'a pas menti, de quitter le jeu, remportant au passage ses gains. 21 questions pour un gain maximum, alors là ça dépend des pays. Et le but de l'émission, c'est donc de faire avouer les petits et grands secrets des candidats, en sachant que tout le monde a des petits secrets inavouables, mais d'autres ont carrément des cadavres cachés dans le placard. Et c'est ce genre de secret que la production de l'émission va aller chercher. Cette émission a donc donné lieu à des moments improbables. Pour vous donner l'exemple le plus frappant, la version colombienne avait dû être annulée après qu'une candidate nommée Rosa Maria Solano ne se soit vue demander « Avez-vous déjà payé un tueur à gages pour faire tuer votre mari ?» Ce à quoi elle avait répondu « Oui ». Et on a découvert que la personne qu'elle avait engagée comme tueur à gages avait prévenu son mari qui s'était enfui. Rosa Maria était donc repartie avec 50 millions de pesos colombiens, soit environ 25 000 $ américains. Quant à l'émission, elle avait été déprogrammée, scandale oblige. Généralement, les secrets sont plus soft. L'un avoue avoir trompé sa partenaire, l'autre avoir déjà volé, etc. Mais la version péruvienne va, comme la version colombienne, tourner au drame. La jeune rousse Talia Sayas, 19 ans, par appât du gain, va jouer franc jeu, oui, mais à quel prix? Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Rousse Talia Sayas. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. L'émission Rien que la vérité a vu le jour aux États-Unis. Elle avait été diffusée pour la première fois sur la chaîne Fox en 2007 et face au succès tonitruant, décision avait été prise de vendre le concept à d'autres pays. Il sera au total adapté dans 47 pays. Et c'est en 2012 qu'elle débarque au Pérou sous le nom de El Valor de la Verdad, la valeur de la vérité. Le déroulement du jeu a lieu en 2 temps. La première étape a lieu avant même le tournage de l'émission. Un candidat est branché à un polygraphe et on lui pose entre 50 et 80 questions. À aucun moment, le candidat ne connaît les résultats du polygraphe. Et dans un second temps, et cette fois au cours d'une émission filmée avec public, eh bien, lui sera posé 21 questions du même type, chacune devenant toujours plus personnelle. Et si le candidat répond honnêtement, il a la possibilité de passer à la question suivante. Il y a 6 niveaux. Et le candidat peut décider d'arrêter de jouer à la fin de chaque niveau. Avant que la prochaine question ne soit posée, il récupère donc l'argent qu'il a accumulé. Donc, le principe est assez simple. Répondre honnêtement à 21 questions permet de remporter le jackpot. Mais si le détecteur de mensonges indique que le participant a menti, il perd tout et le jeu est terminé. La programmation de la version péruvienne est annoncée en fanfare. Elle est présentée par l'un des plus célèbres animateurs du pays, le très controversé Beto Ortiz. Il avait été élu présentateur le plus puissant du pays. Quand il était journaliste de presse écrite, il s'était illustré en traitant de sujets difficiles tels que les conditions de vie des SDF, les conditions de vie des enfants des rues et j'en passe. Et en devenant animateur, il s'est illustré par ses talents. Il savait comment haranguer les foules et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne reculait devant rien, quitte à parfois faire preuve de méchanceté vis-à-vis de ses invités. C'est incontestablement un monstre de scène, mais c'est aussi un monstre tout court selon ses détracteurs. Monstre tout court tant il peut être odieux si le contexte s'y prête. Alors les candidats savent que vu le profil de l'animateur, on ne leur fera pas de cadeau, mais faisant fi de tout ça, ils ont été nombreux à malgré tout tenter leur chance. Et la première, c'est Rousse Talia Sayas Sanchez, âgée de 19 ans, elle est étudiante,
Et lorsqu'elle a vu l'annonce dans le journal, elle a immédiatement sauté sur l'occasion. Elle a toujours rêvé d'être célèbre. Elle a déjà participé à des auditions pour des feuilletons et autres jeux télévisés. Alors elle s'est dit que cette annonce était peut-être sa porte d'entrée dans le milieu du showbiz. Et quand bien même ça ne donne rien, avec l'argent gagné, elle se dit qu'elle pourra réaliser son autre rêve, à savoir ouvrir son propre salon de coiffure. Elle qui a déjà économisé l'équivalent de 7 000 $ pour ce faire. La voilà qui se présente au casting, elle est toute mimi, rafraîchissante, elle a toujours le sourire. Son profil plaît à la production, mais pas à l'animateur. Cette petite, Beto la trouve mignonne, mais sans envergure. Il la qualifiera plus tard de lambda. Il a dit, je cite, « En réalité, c'était une fille ordinaire. C'était une fille attirante, mais pas une personne qui se démarquait. Elle était plutôt discrète et timide. » Malgré le peu d'entrain de Beto, sa candidature est retenue. Selon les producteurs, si elle a été retenue, c'est que lors de son casting, et donc de la première phase de jeu, elle a révélé plusieurs choses assez croustillantes. Qu'elle s'était par exemple fait refaire le nez, qu'elle n'aimait pas son corps, qu'elle aurait aimé être blanche plutôt que latina, qu'elle n'était avec son petit ami qu'en attendant de trouver quelqu'un de mieux, qu'elle avait honte des manières de ses parents qu'elle trouvait plutôt rustres, pas assez sophistiquées, et qu'enfin, non. Elle ne travaillait pas dans un centre d'appel pour pouvoir payer ses études, mais elle dansait dans une boîte de nuit. Et donc c'est pour ça qu'elle a été choisie rousse. C'est parce que des cadavres, elle a l'air d'en avoir pas mal de cachés dans son placard. Pour préparer l'émission, une équipe se rend à son domicile pour en savoir toujours plus sur elle et sur ses proches. Ils apprennent que Ruth a vu le jour dans la province de Huancavelica, mais qu'elle a grandi à des centaines de kilomètres de là, dans le quartier ouvrier de Huachipa, situé dans la banlieue de Lima, la capitale du Pérou. Huachipa, c'est une zone à la fois rurale et urbaine, qui est située donc en périphérie de Lima. Elle est bordée par une route centrale qui permet soit de rentrer dans la ville, soit de sortir de la ville et de pénétrer dans les montagnes. Donc c'est un quartier en pleine transition. Il est en train de passer d'agricole à urbain. Le paysage est un peu triste, les routes sont défoncées, la plupart des maisons encore en construction. On est loin de la beauté et du faste de la capitale. Ruth explique qu'elle aspire donc à autre chose. Avec sa famille, ils sont loin de rouler sur l'or. Et donc elle se dit que participer à ce nouveau jeu, bien, ça sera une bonne manière de changer de vie et de quitter ce quartier. Et ça, c'est encore une fois sans compter son attrait pour les caméras. Elle qui a toujours rêvé d'apparaître à la télévision, d'être sous les feux des projecteurs. Elle est toute contente. Elle se dit qu'elle aura le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Puis arrive la seconde phase du jeu, à savoir l'émission filmée et les fameuses 21 questions devant public. Comme le veut la règle, Ruth est autorisée à être accompagnée de 3 invités. Elle choisit sans hésiter son père, Leoncio, sa mère Vilma, de qui elle est très proche, et son petit ami Brian Romero Leiva. Il se fait que les parents de Ruth ont l'habitude de la scène, tout en vendant des fruits au marché local. Ils avaient formé il y a longtemps un groupe de pop andin, le Vilma Sanchez y los Tupachichis del Perú, qui se produisait dans des quartiers pauvres de la capitale. Vilma chantait et Leoncio jouait de la harpe. Donc la production se dit qu'ils seront parfaits puisqu'ils ont déjà l'habitude de la scène. Ruth, il faut le savoir, a briefé ses parents. Elle leur a dit qu'au début, les questions allaient porter sur les premières années de sa vie, son arrivée en banlieue, les difficultés financières de la famille, la période aussi où elle avait été harcelée à l'école. Elle avait été harcelée parce qu'elle ne parlait que le quechua, qui est la langue indigène utilisée dans la province de Huancavelica et non en banlieue de Lima. C'était plutôt mal vu, c'était comme si tu étais un paysan. Elle leur explique qu'ils parleront également de leurs conditions de vie difficiles, arrivées à la capitale. Alors, les parents étaient perplexes. Au début, son père avait même refusé d'y participer. Quant à sa mère, elle trouvait suspect qu'on fasse gagner autant d'argent à quelqu'un sans qu'il n'y ait d'anguille sous roche. Mais Ruth l'avait rassurée. « Mais non, maman, t'inquiète pas, tu vois le mal partout. » Quant au 3e invité, elle a choisi donc son petit ami Brian. Il a 20 ans et conducteur de moto-taxi. C'est un voisin de Ruth. Il a grandi non loin de chez elle, dans une famille pauvre. C'est un garçon simple et serviable, un grand fan de foot. Lui aussi avait été harcelé par ses petits camarades à cause d'un léger bégaiement. Au moment du tournage de l'émission, Brian avait pris son indépendance et il louait une petite chambre située juste à côté du domicile familial de Ruth. Voilà pour les présentations. C'est parti, l'émission commence. Elle est tournée en juin 2012 et sa diffusion est prévue pour le mois suivant. Moteur, applaudissements du public.
Beto présente son invité. Alors, Rousse, comment ça va? Pas trop peur? Rousse est lumineuse, c'est avec joie et entrain qu'elle répond aux questions. Elle se veut rassurante, elle part confiante. Ensuite, Beto se tourne vers les invités, à commencer par les parents. Leoncio, le père, est loin d'être aussi rassuré que sa fille. Il dit d'un ton inquiet « J'ai peur de ce que je pourrais apprendre sur ma fille ». Vilma est plus optimiste, elle dit qu'elle connaît bien sa fille, que c'est une adolescente normale et que donc, qu'y a-t-il de risqué au final? Puis Beto raconte brièvement l'histoire de la famille Sayas. C'est une histoire susceptible de parler au plus grand nombre, car c'est une histoire assez typique finalement. Nombre de familles avaient, tout comme celle de Rousse, quitté leur province pour tenter leur chance en ville. Et les débuts pour ces familles sont souvent difficiles, mais elles sont la preuve qu'avec la détermination et du travail, on s'en sort. Puis le présentateur se tourne vers Brian, le pauvre est impressionné. Beto le capte direct et il enfonce bien le clou. Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Brian? Est-ce que vous avez peur de quelque chose, Brian ?» Brian explique que le jeu en lui-même est assez stressant, qu'il a peur d'apprendre des choses, après tout est possible. Il dit peut-être qu'elle m'a trompé, ce qui fait rire le public, y compris Rousse. Et en réalité, Brian et le père, Leoncio, ont tout à fait raison de se méfier. Au Pérou, en 2012, les émissions de télé-réalité dans le genre étaient quasi inexistantes, y compris celles dans le genre de Big Brother. Donc les Péruviens n'étaient pas habitués à ce type de programme qui pousse toujours plus loin les candidats et aussi les limites entre la vie privée et la vie publique. Et ils n'étaient pas non plus habitués aux manœuvres parfois sournoises utilisées par les productions à cette époque. Les candidats sont souvent malmenés et humiliés et ils étaient rarement présentés à leur avantage. Mais Rousse, elle ne le sait pas, elle est encore naïve. Voilà, les questions commencent enfin, au début, et comme prévu, elles sont légères. Rousse, as-tu déjà séché les courses sans que ta mère le sache? Réponse de Rousse, oui. Et si tu trouvais 1000 soles, Rousse, est-ce que tu les rendrais à son propriétaire? Réponse gênée et amusée de Rousse, non, je les garde. Rire du public. Les questions s'enchaînent encore. Beto demande à Rousse si elle trouve Brian beau. Rousse répond avec hésitation, oui. Puis Beto lui demande si elle le trouve intelligent. Elle rit et répond plus ou moins. Puis Beto lui demande s'il a mon cœur, ce à quoi elle répond sans hésiter cette fois oui. Applaudissements du public. Les questions défilent. Rousse passe les premiers paliers avec succès. Beto lui demande également si elle pense que le plus important c'est d'être jolie ou bien d'être une bonne personne. Si elle est restée longtemps sans prendre de douche. En riant, Rousse répond qu'elle estime qu'il est plus important d'être une jolie personne, c'est-à-dire belle physiquement, et que oui, elle est restée un certain temps sans prendre de douche. Bref, ça reste encore bon enfant, les questions se poursuivent, et voici que Rousse arrive à la question 18. C'est la dernière question du 4e palier. À la clé, si elle répond sincèrement, elle gagne 15 000 soles, soit l'équivalent de 5 300 $. C'est presque 10 mois de salaire moyen au Pérou. Donc Beto lui pose la 18e question. Rousse, avez-vous déjà accepté de l'argent en échange de relations intimes? Long suspense, un peu trop long, justement, avant que Rousse ne réponde enfin oui. Une voix féminine presque robotique annonce que le polygraphe indique que sa réponse est sincère. Et là, c'est la stupéfaction. Les parents de Rousse sont choqués. Quant à Brian, il ne sait plus quoi dire. Il avait déjà été pas mal malmené avec les précédentes questions qu'il faisait un peu passer pour une sorte de second choix, une sorte de bouche-trou. Là, il est littéralement sonné. Rousse tente de se justifier. Elle explique que c'est arrivé seulement 2 fois. Elle dit, je cite, « Nous avions besoin d'argent, nous étions dans une situation difficile, cela ne s'est plus produit depuis et ça ne se reproduira plus. » Le public est mi-horrifié, mi-gêné, mi-moqueur et pour cette réponse sincère, sa cagnotte culmine donc à 15 000 soles. Elle peut donc, si elle en a envie, essayer de décrocher le prochain palier qui est composé de 2 questions qui lui permettrait d'empocher la somme de 25 000 soles, le dernier palier étant composé d'une seule question, à savoir la 21e question. Rousse est donc à 3 petites questions de remporter le gros lot. Beto demande alors à Rousse si elle veut ou non continuer, et avant de répondre, honteuse, Rousse s'excuse auprès des siens. Et elle déclare « Ma mère, mon père et ma sœur sont tout pour moi. Ils sont les plus belles choses au monde. Je les aime de tout mon cœur, et Brian, pardonne-moi de t'avoir fait subir ça. » Puis elle se tourne vers le présentateur et annonce qu'elle s'arrête là. Voilà, elle a eu sa dose, elle ne veut pas tenter le diable,
et j'imagine qu'elle a peut-être pris conscience de la difficulté et de la précision des questions qui ont, rappelons-le, été choisies après un long processus d'enquête. Donc la 18e question, c'est encore rien par rapport à la 19e, à la 20e et à la 21e. Rousse a sans doute d'autres cadavres cachés dans le placard. Elle s'arrête là et puis elle ne veut surtout pas humilier davantage les siens. Applaudissements du public. Beto récite son pitch final. La vérité est toujours éclatante. Elle ne fait dans le fond jamais de mal, même si au premier abord, elle fait mal. Alors que la caméra capture les derniers instants, on peut voir Rousse serrer Brian dans ses bras avant de se mettre à genoux devant sa mère. Elle lui demande pardon, mais la pauvre Vilma est toujours aussi blême. Elle est choquée. Son mari, c'est pareil. Apprendre que son enfant s'est prostitué et en public, la pilule a du mal à passer. Ils sont véritablement consternés. C'est le monde qui vient de s'abattre sur eux. De retour à la vie normale, et avant même que l'émission ne soit diffusée, c'est encore et toujours le choc pour les proches de Rousse. Vilma devient lunatique, Léoncio distant, il se terre dans le silence. La seule chose qui vient briser ce silence, c'est lors des disputes avec sa fille. Avec Vilma, il lui reproche sa participation, lui demande pourquoi. Rousse est lucide. Oui, pour gagner de l'argent, elle a dû se donner en spectacle, mais elle ne regrette rien. Quant à Brian, il a pris ses distances avec Rousse. Les deux ne se sont plus parlé depuis le tournage, et bien qu'en colère, il essaye de laisser tout ça derrière lui et d'aller de l'avant. L'émission est programmée pour le 12 juillet 2012 et à sa diffusion, c'est un carton tonitruant. Voilà même que l'émission se hisse à la première place dans le classement des audiences. Le lendemain de la diffusion, c'est le pays tout entier qui parle de Rien que la vérité. Rousse apparaît en première page de nombre de journaux, on peut la voir tout sourire avec son chèque géant, mais le revers de la médaille, c'est qu'elle est montrée du doigt, jugée par la presse et par des millions de Péruviens à travers le pays, à commencer par son propre entourage. Le téléphone n'arrête pas de sonner chez les Zayas. Leurs proches et surtout les membres de leur famille appellent pour se plaindre. En participant à ce jeu, ils ont humilié toute la famille. On se moque d'eux en permanence. Ils sont en colère qu'ils aient jeté l'opprobre sur toute la famille. Et c'est même leurs voisins finalement qui vont les montrer du doigt. Quant à Brian, il vit un enfer sur terre. Il est devenu le cocu national à une époque où c'est la culture du machisme qui règne. Et pas cocu avec n'importe qui, non, cocu avec un client et pour de l'argent. L'humiliation est gargantuesque. Il est moqué, insulté. Un jour, il est même pris en grippe par tout un bus de lycéens à tel point qu'il doit aller se cacher dans un commerce voisin pour éviter d'être humilié davantage. Ce n'est plus une vie pour lui. C'est en colère qu'il s'en va frapper à la porte de la production, accompagné de son oncle, Reddy Leiva, qui a étudié le droit. Il demande des compensations pour le préjudice moral. Cette humiliation publique qu'on lui a infligée est trop lourde, alors qu'on l'indemnise au moins en argent. Mais pour la production, il peut toujours se gratter. Il a participé à l'émission de son plein gré et personne ne l'a forcé. Donc, c'est niette. Et Rousse, dans tout ça, eh bien, elle se planque. La pauvre a compris qu'elle a jeté les siens et elle-même dans la gueule du loup, que tous sont devenus la risée du pays. Elle a honte, elle regrette tout. C'est trop cher payé, tout ça. Et ses gains sont dérisoires comparés à la détresse dans laquelle cette émission l'a plongée. Elle se terre chez elle, a des idées sombres, si sombres qu'elle a plusieurs fois hésité à en finir. Mais rien n'arrête le cirque médiatique. Elle est devenue, sans le savoir, le visage de l'émission numéro 1 du pays. Les journalistes et curieux se précipitent à son domicile, donc au domicile des Zayas, mais pas que, chez Brian aussi. Un jour, quelques semaines après la diffusion, un journaliste se présente à la porte de Brian, caméra à la main. Il demande à Brian comment il se sent, et Brian est en colère. Il lui demande comment lui se serait senti à sa place. Il dit qu'il a honte, qu'il ne savait pas le quart des choses qu'il a appris lors du tournage. Le journaliste essaye de le calmer. Il lui dit que quand on aime sincèrement quelqu'un, on peut tout pardonner. Ce à quoi Brian répond que le pardon a ses limites avant de lâcher une bombe. Il explique que tout ça était un piège. Il révèle qu'il n'était plus en couple avec Rousse au moment du tournage, que les deux avaient rompu plusieurs mois avant et qu'elle l'avait contacté pour lui proposer de faire semblant d'être son petit ami pour les besoins d'un jeu télé, qu'elle s'était engagée à partager ses gains avec lui, à lui donner la moitié. Alors il avait accepté, mais c'était sans compter tout le reste. Il était à des années-lumière de se douter de ce qui allait se passer après. Et dans d'autres interviews, il va réitérer ses propos, se plaignant au passage de ne pas avoir reçu la moitié des gains. Il va même jusqu'à aller affirmer que la production était au courant, que Rousse et lui étaient séparés. Il se sent floué
utilisé, escroqué, il ne décolère pas. Et comme sa dignité, il ne peut pas la récupérer, et que son argent-ci, eh bien, il déclare publiquement qu'il veut son argent. Rousse rend l'argent. Alors il ne va avoir de cesse de téléphoner à Rousse, qui se garde bien de lui répondre. Quand il tombe sur sa sœur Eva ou ses parents, c'est toujours la même chose. Il leur dit qu'il veut son argent, peu importe si Rousse l'a déjà touché ou non. Au début, il réclame 500 soles. En attendant, puis 1000, puis 2000. Rien ne va plus, jusqu'au jour où quelqu'un pénètre par effraction chez les Sayas. Seul l'ordinateur portable de Rousse a été volé. Et alors les Sayas en sont sûrs, c'est là l'œuvre de Brian. Oui, leurs voisins se moquent d'eux, mais ils n'ont jamais eu de tels problèmes avec eux. Ça ne peut qu'être Brian. Une plainte est alors déposée par Leoncio, mais sans surprise, et vous comprendrez mieux plus tard pourquoi, ça ne donnera rien. Les relations entre Brian et les Sayas sont plus que tendues, celles entre Rousse et ses parents aussi. Le quotidien de Rousse est devenu cauchemardesque. Elle essaye de se faire la plus discrète possible, mais nous sommes désormais en septembre et bientôt c'est la rentrée des classes. Hors de question qu'elle n'abandonne ses études, alors la voilà qui se rend tête baissée à l'université. Les premiers jours forcément c'est l'enfer, mais passé l'effet de surprise, les choses finissent par un peu se calmer. Sauf qu'un soir, le soir du 11 septembre 2012, soit 8 semaines après la diffusion, Rousse se volatilise. Et ce n'est que le lendemain au réveil que ses parents se rendront compte de son absence. Et ils vont tout de suite s'alarmer. Rousse a des défauts, certes, mais pas celui de ne pas les prévenir lorsqu'elle découche. Ce n'est jamais arrivé. Alors ils vont immédiatement tenter de contacter ses amis. C'est Eva, sa sœur, qui s'en charge. Elle n'est pas dans la région à ce moment-là, mais c'est elle qui se charge de contacter les amis de sa sœur de qui elle est très proche. En contactant les uns les autres, elle arrive à remonter jusqu'à la dernière personne qui a vu Rousse. C'est un ami de la fac, voilà, c'était alors que tous les deux quittaient la fac. Et au moment de se dire au revoir, Rousse avait dit à cette amie, sans rentrer dans les détails, qu'elle venait de recevoir un appel de Brian. En apprenant ça, Vilma, la maman, panique. Elle se rend sans attendre chez Brian. C'est en pleurs qu'elle frappe à sa porte. Brian lui ouvre, il est froid comme un glaçon. Il lui dit qu'il n'a pas vu Rousse. Vilma n'en croit pas un mot. Elle hurle en pleurant, elle se met à genoux et le supplie de lui rendre sa fille. Elle déclarera plus tard « Je pleurais, je criais devant tout le monde dans la rue. Des voisins ont dû me voir. J'étais à genoux devant Brian comme s'il était un dieu. Et je hurlais en pleurant « Brian, s'il te plaît, rends-moi ma fille. » Mais Brian n'en démarre pas. Il ne l'a pas vue, qu'elle le laisse tranquille. Puis il se retourne en claquant la porte derrière lui. Les parents de Rousse s'en vont alors signaler la disparition de leur fille au commissariat. Les pauvres ont peu d'espoir. Ils savent qu'avec la police, c'est jamais facile. Il y a des chances que les policiers rechignent à s'occuper de la disparition de leur fille, au motif que Rousse jouit d'une piètre réputation. Et effectivement, lorsque Vilma et Leoncio leur racontent l'histoire, les policiers sont tout sauf émus. C'est une femme de petite vertu, selon eux, sans honneur. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le font savoir. Et les parents ne sont pas stupides, ils comprennent qu'ils ne vont sans doute pas se fouler pour retrouver leur fille. Alors c'est désespéré que Leoncio décide d'aller frapper à la porte de ceux qu'il estime être responsables de tout ça, à savoir le siège de la chaîne qui produit l'émission Frecuencia Latina. Et ce qu'il veut, ce n'est pas régler ses comptes ou demander de l'argent, non. Il implore juste leur aide. Il les supplie de les aider à retrouver Rousse. On lui promet de parler de la disparition de sa fille dès le lendemain au bulletin d'information que présente Beto, à savoir Abre los Ojos. Les parents hâtent, l'après-midi passe, la nuit même, et Rousse ne réapparaît pas. Vilma et Leoncio sont incapables de trouver le sommeil. Ils attendent avec impatience le lendemain matin et l'émission Abre los Ojos, sauf que à 5 h du matin, à l'aube, voilà que le téléphone sonne. Au bout du fil, c'est la productrice de l'émission. Elle s'excuse et explique ne pas pouvoir faire de sujet sur Rousse comme il l'était prévu, à cause de, je cite, un problème de planning. Ceci dit, elle raccroche en promettant de rappeler rapidement, sauf que 3 jours vont passer et toujours rien. Et tout le monde a l'air de se fiche de la disparition de l'adolescente, des policiers en passant par la chaîne de télévision. Et dans le fond, Vilma et Leoncio s'en doutaient, alors plutôt que de rester les bras croisés, ils s'en vont frapper aux portes de toutes les chaînes de télé de Lima dans l'espoir que l'une d'elles n'accepte de parler et de relayer l'affaire de Rousse. Et qu'ils sont naïfs. À chaque fois, ils parlent de la disparition de leur fille et du fait qu'ils sont pauvres et qu'ils ont besoin d'aide. Mais à aucun moment, ils ne précisent que la disparue en question est célèbre. Alors la disparition d'une adolescente sans histoire, c'est triste, mais ça arrive tous les jours dans le pays. Alors merci mais non merci. Alors que la disparition d'une célébrité,
ça, c'est autre chose. Et ce n'est qu'au 3e jour que Vilma, qui est alors aux portes du bâtiment de la chaîne ATV, explique au gardien de sécurité ce détail qui n'en est pas un. Le gardien percute immédiatement, il laisse entrer les parents qui sont aussitôt rejoints par un caméraman et un journaliste. Ouf, ils sont sauvés. Voilà, la nouvelle est trop croustillante pour passer à côté. La chaîne ATV décide de s'emparer de cette affaire. Les parents remercient le ciel, sauf qu'au moment de la diffusion de l'affaire, Rus n'est pas présentée comme étant la participante du jeu télé El Valor de la Verdad. Non, elle est présentée comme la prostituée del Valor de la Verdad. Vilma, qui est devant sa télé sans son cœur se briser, elle n'en revient pas. Elle déclarera, je cite, « J'étais assise sur mon canapé et à la télévision, j'ai entendu le nom de Rus et je me suis dit, mon Dieu, je vais sûrement retrouver ma fille maintenant. Mais quand je les ai entendus dire la prostituée de Rien que la vérité, ils m'ont arraché le cœur. » Alors c'est brisant, mais l'annonce de la disparition de Rus a le mérite de faire bouger les choses. La seconde d'après, ce sont les médias de tout Lima qui se précipitent chez les Sayas. Ils envahissent les rues du quartier, toujours à la recherche du moindre témoin pouvant apporter des informations susceptibles d'intéresser les téléspectateurs. Et au Pérou, les journalistes sont connus pour être de vrais vautours. S'ils ne peuvent pas avoir d'images sensationnelles, ils n'hésitent pas à en fabriquer, à payer de faux témoins, voire même à s'incruster chez les familles de victimes. Ils ne renoncent devant rien pour avoir ce qu'ils veulent. Il n'est pas rare que des journalistes achètent par exemple leur place aux veillées funéraires pour avoir des gros plans des familles en deuil en échange de lecteurs DVD ou de chaînes stéréo. Et ça fonctionne quand les familles sont pauvres. Et c'est exactement ce que vont faire les journalistes d'ATV. Pour éviter de perdre leur poule aux œufs d'or, ils décident de s'installer chez les Sayas, de jour comme de nuit, n'hésitant pas à dormir sur place. Et les Sayas n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce cirque, puisqu'en échange, la chaîne a mis à leur disposition une voiture afin qu'ils puissent facilement frapper à toutes les portes, et à la condition bien évidemment qu'ils soient filmés dans leur pérégrination. Et à ce sujet, Leoncio a déclaré « Ici en ville, le seul moyen d'obtenir de l'aide, c'est de passer par les médias. Où peut-on aller sinon ?» Alors on pouvait voir les pauvres parents filmés de près, se rendre tantôt dans les hôpitaux, tantôt dans les morgues, tantôt au commissariat ou encore au ministère. Et les jours vont ainsi passer. Leoncio n'arrive plus à manger, Vilma n'arrive plus à dormir. Et en plus de devoir supporter la présence des journalistes à leur domicile, le téléphone sonne sans arrêt. Voilà. Il n'y a que des rapaces au bout du fil. Tantôt ce sont des journalistes, tantôt des curieux, sans compter toutes ces tentatives d'extorsion qui émanent de X ou Y. Je sais où est votre fille, elle est retenue en otage là-bas, faites-moi confiance, mais donnez-moi de l'argent. Un jour, c'est un mototaxi qui affirme savoir où est Rus. Moyennant 2000 soles, eh bien Leoncio le suit. Sauf que la jeune femme qui lui présente est une fugueuse, ce n'est pas Rus. Le pauvre Leoncio s'effondre, il dit à la fugueuse de rentrer chez elle. Et il y en a d'autres qui émanent, non pas de lambda, mais des commissariats voisins qui prétendaient alors avoir des pistes, mais qui expliquaient que pour enquêter, ils avaient besoin d'argent. Un petit bac chiche, quoi. Les choses stagnent, et au 6e jour, les Sayas s'en vont frapper à la porte du palais présidentiel. Et bonne nouvelle, un conseiller de la première dame accepte de les recevoir, à la suite de quoi les services de police de la ville sont exhortés à se bouger le derrière. Or, tout le monde sait que l'une des dernières personnes à avoir parlé à Rus, c'est Brian. Alors il serait temps que les policiers aillent enquêter de son côté. Les journalistes, eux, n'ont pas attendu. C'est finalement Alejandra Puente, une journaliste d'ATV, qui réussit le 22 septembre à faire parler Brian. Nous sommes alors 11 jours après la disparition de Rus. Alejandra lui demande s'il a vu Rus la nuit de sa disparition, ce à quoi Brian répond qu'il ne s'en souvient pas parce qu'il était ivre. Et voilà l'échange. Il dit « Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de ce jour-là ». Ce à quoi la journaliste lui répond « Mais ta conscience est tranquille ?» Ce à quoi Brian répond « Oui ». Et l'après-midi même de cette entrevue, voilà que Leoncio reçoit l'appel d'un journaliste de la chaîne Channel 9 qui lui annonce que la police vient tout juste de retrouver le corps d'une femme au fond d'un puits et recouvert de pierres et de béton. Le journaliste lui donne l'adresse et Leoncio percute immédiatement en arrivant sur les lieux. Ce terrain n'appartient pas à n'importe qui, c'est celui de Reddy Leiva, qui n'est autre que l'oncle de Brian, le même qui l'avait accompagné réclamer de l'argent à la production.
Et quand Leoncio et Eva arrivent sur les lieux, ils sont encerclés par des caméras, des micros, le tout entrecoupé des flashs des photographes. C'est un véritable cirque médiatique. Les policiers sur place interdisent au père et à la fille d'entrer dans le terrain. Ils vont les laisser là, entourés de tous les vautours. Et c'est 1 heure que le père et la fille vont attendre. Ils sont dans le doute. Et alors que les deux sont toujours en train de faire le pied de grue, la nouvelle tombe. Le corps retrouvé est bien celui de Rousse. Père et fille s'effondrent dans les bras l'un de l'autre sous le regard des objectifs. Et ils n'ont pas le temps de sécher leurs larmes qu'enfin, les policiers les font pénétrer dans le terrain à l'abri des regards. Comme le veut la procédure, Brian est emmené également sur les lieux et Leoncio supplie les enquêteurs qu'on le laisse lui parler. Les enquêteurs acceptent à la condition qu'il reste calme. Pas de problème pour Leoncio et à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase qu'il se baisse discrètement et qu'il se saisit d'une pierre qu'il glisse dans sa poche. Et lorsque Brian arrive, Leoncio se précipite sur lui et le frappe à la tête avec la pierre. Au même moment, une équipe de journalistes capture à la porte du domicile des Sayas les cris de Vilma, qui vient d'apprendre l'horreur, et ils auront la décence de ne pas frapper à la porte. La nouvelle est annoncée le soir même dans tous les journaux. Il est aussi annoncé que Brian est passé aux aveux. Voilà, il était en réalité passé aux aveux un peu plus tôt dans la journée. Et oui, après avoir été exhorté à agir par le conseil de la première dame, les policiers s'étaient enfin mis au travail et ils n'avaient qu'à suivre la piste principale, à savoir Brian, et ils n'ont eu aucun mal à le faire avouer. Et c'est lui-même qui a indiqué où se trouvait le corps. Et voici ce qu'il s'est passé selon lui. Il explique avoir appelé Rousse alors qu'elle quittait l'université le soir de sa disparition pour lui proposer de se voir, afin de mettre les choses à plat. Rousse a accepté de le rencontrer, elle l'a rejoint au lieu de rendez-vous. Brian lui a alors proposé d'aller boire du vin et de se poser tranquillement pour discuter de tout ça. Ils sont allés chez Brian, ont bu une bouteille de vin à 3 $. Ils ont eu des relations intimes, à la suite de quoi les deux se sont disputés. Elle lui aurait dit, je cite, « Je ne sais pas ce que je fais là, parler à un pauvre chauffeur de mototaxi. » Brian, en colère, l'a saisi par le cou. Il aurait serré une trentaine de secondes, voire un peu plus, selon ses termes. Puis Rousse s'est effondrée. Il a dit, je cite, « J'ai cru qu'elle s'était évanouie. J'ai écouté son cœur. Je n'ai rien entendu. Je l'ai secouée violemment, mais rien. Alors j'ai eu peur. » Et voilà. C'est seul qu'il s'en était allé jeter son corps dans le puits abandonné situé sur le terrain de son oncle. Voilà, à ce stade, Brian risquait entre 10 ans de prison et la prison à vie. 10 ans si le tribunal établit que c'est là un crime passionnel et que donc Brian n'a pas planifié les choses. Et prison à vie s'il est prouvé que l'acte a été prémédité. Et en parallèle, c'est toute une partie de la population qui va crier au scandale et exiger la suppression de l'émission Rien que la vérité, émission jugée responsable de cette sombre affaire. Mais c'est hors de question pour Beto et la production. Il faudra quelques jours pour qu'enfin l'animateur ne s'exprime publiquement. Il le fera autour de son émission matinale, Abrelos Ojos. Sachez qu'au début, il a été question qu'il se rende, suivi par une caméra bien sûr, chez des Sayas pour leur présenter en personne ses condoléances. Voilà, c'est ce qu'avait suggéré la production à Beto, ce que Beto avait refusé au motif qu'il avait peur de se faire attaquer une fois sur place. Voilà. Il a donc préféré présenter ses condoléances face caméra. Il est là, tout de noir vêtu, le visage grave. Il présente tout d'abord ses condoléances à la famille de Rousse, puis déclare à l'attention de ses détracteurs, je cite, « Malheureusement, cette affaire a été utilisée par certaines personnes à des fins sinistres. Rien que la vérité n'a joué aucun rôle dans la mort de Rousse. Le responsable est Brian Romero Leiva et personne d'autre. » Voilà, c'est sans surprise qu'il s'en lave les mains. Toutefois, quand lui sera posée la question, à savoir si Rousse serait encore en vie si elle n'avait pas participé à l'émission, il a répondu « Eh bien, je ne sais pas si elle serait en vie, mais vous savez peut-être qu'elle serait morte d'une autre façon. » Imaginez le degré de mauvaise foi. Le procès de Brian a lieu en janvier 2014, soit 1 an et demi après les faits. Forcément, l'émission et son animateur sont montrés du doigt, surtout par l'avocat de Brian, qui avait, à la demande de son client et juste avant que le procès ne débute, lu une longue lettre dans laquelle son client présentait ses excuses à la famille de Rousse, ses regrets. Puis lors du procès, Brian a accusé Beto de l'avoir manipulé les téléspectateurs. Il aurait même, selon lui, essayé d'acheter son silence lorsqu'il était venu se plaindre, lui proposant un emploi qui consistait, selon lui, et je cite les paroles donc que Beto lui aurait dit, « Tout ce que vous aurez à faire, c'est m'apporter de l'eau. » Beto, qui a été assigné à comparaître en tant que témoin, lui aurait lancé en haussant les épaules en pleine cour, « Me donner de l'eau ? Dis la vérité, Brian !
dit la vérité, à croire qu'il se croyait dans l'une de ses émissions. Puis avant que le procès ne se clôture, Beto a demandé au juge de pouvoir prendre la parole. Et il a dit tout sourire que l'avocat de Brian, Maître Ramos, avait par le passé été l'avocat d'un criminel célèbre et que depuis, comme il avait couvert l'affaire, eh bien leur relation était tendue et que donc Maître Ramos n'avait qu'un seul but, se venger de lui. Voyez à quel point ce Beto croit être le centre du monde. Imaginez un petit peu l'ampleur de son ego. Et c'est le 27 janvier, après 6 jours de procès, que le verdict sera rendu. Et les policiers ont réussi à reconstituer, il est vrai avec brio, le déroulé des événements. Il s'avère qu'un témoin, un adolescent, a témoigné avoir été payé 50 soles par Brian pour le prévenir de l'arrivée de Ruth, qui avait pour habitude de descendre à un arrêt de bus bien précis. L'adolescent a témoigné avoir vu Brian et un autre homme forcer Ruth à monter dans le mototaxi de Brian, cet autre homme étant l'oncle de Brian. Et selon les enquêteurs, ce que voulait Brian, c'était voler la carte bleue de Ruth et lui soutirer son code afin de récupérer l'argent que Ruth lui avait promis. Voilà, qu'il se serait passé. Raison pour laquelle Brian a écopé d'une peine de prison à perpétuité, la préméditation ayant été retenue, mais il n'a pas été le seul à être condamné. Sachez que Reddy Leiva, son oncle, sera également condamné, en l'occurrence ultérieurement, à la même peine, une peine de prison à vie sans possibilité de libération pour avoir été complice. À l'annonce du premier verdict, en l'occurrence celui de Brian, les proches de Ruth ont déclaré que justice avait été rendue, mais Vilma a déclaré la voix brisée « Quand je mourrai, c'est là que je cesserai de pleurer, c'est là que je cesserai de souffrir ». Sachez que quelques mois après la disparition de Ruth, Eva avait été invitée à auditionner pour un concours de talent appelé Rojo, diffusé sur Frecuencia Latina. Elle a accepté d'y participer et a dédié sa performance à sa sœur en dansant sur un mélange de musique traditionnelle et de huancavelica. Les juges ont déclaré que le rythme d'Eva était imprécis et elle a été éliminée dès le premier tour. Quant à la saison 2 de Rien que la vérité, une décision a été prise de ne caster que des célébrités, voilà, des hommes politiques, des chanteurs, des acteurs, en bref, des personnes habituées aux médias pour éviter justement qu'un autre drame de ce type ne se produise. Ce qu'a nié Beto, bien évidemment. Selon lui, je cite, « Cette émission est un divertissement et je ne l'oublie pas. Nous avons besoin de participants dont les histoires sont suffisamment intéressantes pour que les gens les regardent. » Voilà, c'est une façon pour lui d'insister sur le fait que son émission n'est en rien responsable de ce qui est arrivé à Ruth. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec elle. Ce qui veut dire qu'après s'en être lavé les mains, eh bien, il a décidé de s'essuyer les pieds. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'oubliais une chose. Devinez qui était le présentateur de la version américaine de l'émission. Jerry Springer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si notre travail vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.